112-109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors. On va se pencher sur la semaine 3 de nos Raptors qui avait débuté la saison avec 6 matchs en 9 jours. Ça s'est un petit peu calmé cette semaine avec seulement 2 rencontres pour les Raptors qui se déplaçaient à Dallas et à Boston pour terminer un road trip de 4 matchs. On va parler de cette semaine assez courte des Raptors avec Patrick Bizindavi de Choc FM. Salut à toi, Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde. Patrick, on rentre direct dans le vif du sujet, comme on fait d'habitude en première partie de cet hebdomadaire. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 matchs de la semaine de manière générale, sans rentrer forcément dans le détail des matchs, mais quelles sont pour toi les choses positives que tu retiens de cette semaine des Raptors? Oui, c'est effectivement ces 2 matchs ça vient à terminer les 4 matchs qu'ils avaient on the road, comme ils disent. Et à la fin de la semaine, avec 2 victoires, 2 défaites en général, et puis une victoire, la défaite contre les Celtics. C'est quand même pas mal, c'est positif comme bilan, à mon avis. On a vu au cours de la semaine quand même une bonne défense de la part des Raptors, et peut-être on va en parler. J'ai beaucoup aussi aimé la contribution de Chris Boucher, qui revient dans la rotation de temps en temps, mais quand même, quand il est là, il fait vraiment de bonnes choses. Et bien sûr, la grande révélation cette année, on s'y attendait, c'est Scottie Barnes, avec une performance énorme, que ce soit en défense qu'en attaque. Et puis, bon, les points négatifs, c'est bien sûr, on l'a vu durant le match contre les Celtics, les tirs, le pourcentage de tirs, ça ne marche pas beaucoup, mais aussi dans le spacing, donc l'espace entre les joueurs. On a vu, c'était Precious et quelqu'un d'autre dans le coin ensemble. Donc ça, je pense que c'est un des éléments que peut-être il faut corriger. Mais on a vu quand même face à Boston qu'ils sont nettement supérieurs à l'équipe des Raptors, que ce soit au score, que ce soit même au niveau de la composition des équipes. Mais bilan, une victoire, une défaite, je prends ça, anytime. Et puis là, il retourne à la maison ce lundi. Espérons que ça va aller beaucoup mieux que le dernier match. Je vais revenir sur des points que tu as mentionnés. On va peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. Tu as commencé avec la défense. C'est sûr que c'est une des grandes satisfactions de ce début de saison de manière générale. Contre Dallas, il n'y a pas grand-chose à souligner niveau défensif. Les Raptors qui ont, on va revenir sur le match de Dallas plus en particulier, mais qui ont fait une prestation défensive vraiment intéressante du début à la fin. Contre Boston, j'ai aimé le début, moins aimé la seconde mi-temps et surtout, j'ai moins aimé l'un des points négatifs pour moi, c'est toujours ce manque de constance dans l'apport du banc. Je trouve que, on va revenir sur le match de Boston un peu plus en détail, mais je trouve que les Raptors avaient bien commencé et c'est un peu le banc qui a un peu fait chuter cette pression défensive que les Raptors avaient réussi à mettre. Parmi les points négatifs, mais il fallait qu'ils reviennent, c'est ce retour de Precious Achiuwa qui semblait pas vraiment, comment dire, bien en jambes et bien dans le système. Tu l'as dit, cette image marquante où il se retrouve dans le coin avec Schroeder, tous les deux au même endroit. Ça, c'est un problème d'exécution du système, clairement, mais peut-être qu'on ne peut pas trop lui en vouloir parce qu'il revenait juste. Et ce qu'on a vu de Darko Rajakovic, c'est qu'il veut donner la confiance à ses joueurs, il veut leur donner des minutes, même s'ils ne sont pas forcément particulièrement en réussite. On l'a vu avec Malachi Flynn et ça commence à porter ses fruits. Si on doit parler d'un point positif, et je vais peut-être te lancer là-dessus, Malachi Flynn qui a de plus en plus un impact positif sur le jeu, dans l'adresse, dans la gestion, et qui défensivement est pas si mal que ça. Il arrive à être gênant pour ses adversaires. Je l'ai trouvé pas mal face à Kyrie, notamment dans le match
contre Détroit, pardon, contre contre Dallas. Dallas. Qu'est-ce que Mhm. tu penses de ce passage, de ces passages de Malachi Flynn et de la gestion de Darko Rajakovic qui veut vraiment donner confiance à des joueurs même s'ils sont pas même s'ils réalisent pas des bonnes performances. Oui, effectivement, je pense que juste en regardant les derniers matchs pour Flynn, j'ai tiré la conclusion qu'il avait juste besoin de temps de jeu. C'est vraiment important qu'il soit sur le terrain. Deuxièmement, il a finalement un coach qui lui fait confiance. Parce que je ne sais pas si Nick Nurse le faisait confiance, mais la preuve, c'est qu'il était rarement sur le terrain. Et le peu de temps qui était sur le terrain pendant le temps de Nick Nurse, c'était soit ils avaient une longueur d'avance où ils ne pouvaient pas perdre, ou bien ils avaient déjà perdu le match. Et là, ils pensaient, OK, il y a Flynn qui est là. L'autre chose à remarquer, c'est que quand Flynn est venu, il y avait Kyle Lowry, il y avait Fred. Donc, c'était vraiment une troisième option. Mais maintenant, avec Schroeder, c'est carrément les deux meneurs classiques. Parce qu'avec les Raptors, n'importe qui peut monter avec le ballon. Mais c'est les deux meneurs classiques. Donc, ce qui donne plus de temps de jeu à Malachi Flynn. Et puis, avoir un coach qui lui fait confiance, qui le motive, qui lui donne des articles à lire, qui dit, OK, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Si tu joues 2 minutes, il faut que ce soit les 2 minutes de ta vie. Donc, lui, il capitalise sur ça. Et puis, je pense qu'il joue très bien la défense. Et puis, match de Dallas, je pense qu'il a mis 2 tirs de 3 points bien précieux là. Oui, donc je pense que au cours de la saison, on va voir l'évolution de Malachi Flynn. C'est un bon joueur. Évidemment, il y a 2 ans, il avait mis 73 points dans un match, je ne sais plus lequel, pendant Oui. l'été. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bon joueur. Et puis là, finalement, il a le temps de jeu. Il y a un coach qui croit en lui. Et puis aussi, il faut dire que c'est sa chance parce qu'il est en fin de contrat. Donc, il doit prouver qu'il a une place, même si ce ne serait pas avec les Raptors, il a une place à NBA. Donc, il a tout à prouver cette saison. Et puis, je pense que la saison commence bien, très bien pour lui. Parmi les choses positives que je voulais aborder et que tu n'as pas mentionné, j'ai été étonné parce que tu as parlé de Scotty Barnes, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, on a eu le retour au premier plan de Pascal Siakam Pascal avec Siakam, oui, oui. 26 points contre Dallas, meilleur marqueur contre Boston dans un match où personne n'a été très très bon, mais on a vu Siakam qui quand même a essayé d'aller au cercle, un bon début de match, il a provoqué des fautes. Euh, Au-delà de parler de Siakam en lui-même, je voulais avoir ta position un petit peu. Tu sais, il y a un débat un peu sur les réseaux sociaux et depuis un moment, comme quoi Siakam et Scotty Barnes ne seraient pas compatibles parce que c'est le même jeu, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? On a vu rapidement des gens qui disaient qu'il fallait trader Siakam le plus vite possible. Moi, personnellement, je pense que les deux peuvent cohabiter. On l'a vu contre Milwaukee. On a vu que Darko Rajakovic a trouvé une solution assez intéressante, c'est de terminer les matchs sans Jakob Poeltl et en mettant 3 joueurs capables de spacer autour de ce duo-là. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu ça la solution? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que vraiment Siakam et Barnes sont incompatibles? Oh non, non, non. Évidemment, sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont continuer. S'il n'y a pas de débat, ils vont en créer. Donc, la même discussion a eu lieu pendant des années de Brown et Tatum à Boston, que ce n'était pas compatible les deux, mais ils prouvent qu'ils peuvent non seulement cohabiter, mais gagner ensemble. Mais je pense que Barnes et Siakam, donc les 3 saisons qui sont ensemble, ils ont montré qu'ils peuvent être non seulement compatibles, mais gagner ensemble. Parce que, évidemment, c'est une grosse année pour Barnes. Il est carrément le meilleur joueur des Raptors jusqu'à présent, statistiquement, même l'impact sur le jeu. Mais ils peuvent cohabiter sans problème parce que le système fait de sorte que chacun des deux peut monter avec la balle. Et puis, le nouveau système, ça a pris du temps pour que Pascal trouve sa place. Mais maintenant, ils peuvent bien collaborer. Ils peuvent, surtout en dernier quart-temps où il n'y a pas Yak. Donc, il va aller vraiment. On a vu même Otto Porter qui jouait le 5, carrément. Et donc, ça marche.
Mais je pense que la plus grande compatibilité qu'on voit avec c'est en défense. Tous les deux, ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents. On a vu le match de Dallas où Siakam était sur Luka. C'était vraiment une défense vraiment excellente. Et donc, les deux, quand ils font une meilleure défense, l'attaque, ça va aller parce qu'ils vont être en transition, ils vont faire des paniers faciles en contre-attaque. Donc, ça, la discussion, je ne pense pas que ce soit un problème du tout pour les deux. Et s'ils parviennent offensivement à trouver leur marque, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le reste de la saison. Pascal trouve son rythme. On l'a vu au match de Dallas. Je ne pense pas que ce sera le seul match où il va exceller. Donc, non, je ne pense pas que c'est un problème du tout. Ouais, et deux choses positives que je note sur cette semaine par rapport à cette utilisation de Siakam Barnes et même avec Poltol, on l'a vu, Poltol Siakam, ça commence à refonctionner. Darko Rajakovic avait énormément parlé d'utiliser Poltol au poste haut en tant que distributeur. Jusque-là, je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Je voyais pas vraiment où il voulait en venir, même si on avait eu des flashs la saison dernière. Et là, sur ces deux derniers matchs, on a l'impression que ça commence vraiment à se mettre en route avec Siakam qui coupe au bon moment, qui souvent a un défenseur plus petit sur lui et qui en fait score vraiment facilement sur des passes de Paul Toll. Et deuxième chose que je trouve positive, et on va se rappeler, il y a 2 ans en arrière, quand les Raptors n'avaient pas de pivot, ils utilisaient Scottie Barnes en tant que 5 ou parfois OG. Et en fait, forcément, ça ne marchait pas sur tout un match parce que ça leur demande énormément d'efforts de devoir jouer contre des 7-footers pendant tout le match. Mais s'il y a bien une chose que je trouve qui fonctionne bien, c'est d'avoir Paul Tull sur 25-28 minutes et de terminer avec Scottie qui n'a pas eu à scoltiner ce poste 5 pendant tout le match, mais qui cette année, on sent qu'il a le cardio, il a dit qu'il l'avait bossé pour terminer ce match en poste 5 et avoir un peu comme les Warriors une death line-up avec vraiment du spacing autour de lui et de Siakam, avec, tu l'as dit, Otto Porter, avec Gary Trent Jr. Bon, il était blessé contre les Celtics, mais on a vu qu'il avait fini contre les Mavs et que ça marchait bien. Mais voilà, ce 5 avec OG, Gary et Poltol. Non, pas Poltol, justement, et Schroeder qui peuvent espacer le jeu pour les deux autres, qui peuvent combiner entre eux. Je trouve que ça marche super bien. Et moi, je l'avais un peu vu venir. Je l'avais un petit peu annoncé que ce 5-là, ça allait être le 5 qui allait finir les matchs. On l'avait vu sur la pré-saison que ça avait très bien fonctionné. Et puis, on a un Jakob Poltol qui est dans un très bon état d'esprit. Et je ne pense pas que ça va être un problème pour lui s'il n'est pas sur le terrain sur les fins de match, surtout qu'on sait qu'il peut avoir des soucis au lancer franc. Mais après, je sais pas ce que tu en penses, mais ça va dépendre aussi des adversaires. Si tu as un gros pivot en face, il faudra peut-être terminer avec Paul Tull. Mais ça m'intéresse beaucoup de voir ce 5 small ball, entre guillemets, parce que Scotty il prend de la place, il est très athlétique. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et moi, ce que j'aime aussi dire, c'est qu'on est au tout début de la saison. Ils ont juste 8 matchs. Donc, il reste énormément de matchs à jouer. Les choses peuvent changer. Et surtout, ce que tu viens de dire, ça dépend aussi des match-ups. Contre Philadelphie, où ils ont Embiid, contre Denver, qui ont donc Jokic. Même avec ça, on a vu OG sur Jokic le temps de Nurse. Ouais. Donc, ça va dépendre des matchs, ça va dépendre des match-ups. Mais je pense qu'on a l'équipe qu'il faut. Mais certainement, il faudra une bonne contribution du banc. Ça, c'est vraiment incontournable. Il faut que le banc puisse mieux contribuer. Mais il n'y a pas vraiment raison de s'alarmer. Tout peut arriver dans une saison NBA. Et en parlant de choses positives, j'ai oublié de mentionner OG. OG en défense, c'est énorme. Même sa réussite au tir de 3 points, ça marche très bien. Moi, je croise les doigts qu'il ne puisse pas avoir de blessures cette année et qu'il joue le maximum de matchs possible. Mais OG, c'est incroyable la contribution et chaque fois et chaque jour, chaque match, il a le meilleur joueur de l'équipe adverse qu'il doit garder. Et chaque fois, ces joueurs-là sont limités offensivement
quand c'est OG qui les prend. Mais je pense qu'on a beaucoup de positifs. Le reste, moi, ce que je retire vraiment, le plus grand positif de l'équipe, c'est la défense. Ça, c'est la constance. Après, offensivement, avec le temps, les gens vont trouver la chimie, vont trouver les automatismes qu'il faut, ils vont retrouver leur tir. Ça peut attendre, mais quand l'équipe joue bien en défense, il y a moyen d'espérer de gagner des matchs. Ouais, totalement. Et le point négatif pour terminer un petit peu, c'est tu parlais du banc, c'est ça, c'est Darko Rajakovic qui cherche encore ses rotations optimales. On l'a vu contre Boston, des essais, par exemple Chris Boucher avec Precious Achiuwa, on a l'impression que ça marche pas forcément plus que ça. Des 5 avec comme titulaire seulement Scotty et OG. Cela, on a aussi vu la saison dernière que ça ne marchait pas forcément tout le temps. On a vu par contre des 5 de rotation avec Schroeder et Siakam plus remplaçants qui, à l'inverse, ont beaucoup mieux marché. Donc, comme tu dis, ça fait que 8 matchs. Donc, laissons le temps aussi à Darko de trouver qui doit être sur le terrain, qui ne doit pas l'être. Pour l'instant, il y en a un pour moi qui ne marque pas beaucoup de points, c'est Jalen McDaniels qui avait fait bonne impression en pré-saison, mais qui est là. En pré-saison, oui. Et là, il est en difficulté sur toutes ses entrées. Contre Boston, c'était vraiment compliqué aussi. Chris Boucher, tu l'as dit, il semble vraiment se tailler une place dans cette rotation. Et puis contre Boston, on va en reparler, il manquait Gary Trent Jr. Et là, tu sens qu'il manque quand même du scoring en sortie de banc quand il n'est pas là. Est-ce qu'on passe au match de Dallas? Je pense qu'on va aller vite sur les matchs parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment à analyser où est-ce que le match a basculé ou quoi, puisque les deux rencontres ont été assez linéaires. Qu'est-ce que tu retiens du match de Dallas? Je vais le résumer. En gros, les Raptors ont été très très bons offensivement parce que Dallas n'avait pas de protection de cercle. Leur seul protecteur de cercle, c'est un rookie qui s'appelle Lively. Il n'était pas Ouais, là. c'est ça. Donc, Siakam avait un avantage de taille au poste sur Grant Williams et sur peu importe qui le défendait. Et en fait, il a été gavé de ballons et il s'est amusé toute la soirée avec ses adversaires. Scotty a été moins en réussite, mais il a quand même énormément contribué dans tout le reste du jeu, à la passe, au rebond, au contre, à l'interception. Donc, comme tu le disais, les deux sont compatibles. On n'attend pas ce que les deux mettent 30 points chaque soir. Hein. Si tu en as 31 de Siakam, 14 de Barnes, on est déjà presque à 50 points à tous les deux. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Gros match d'Oji. Oji qui Ouais. a été à droit à 3 points. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs de la saison dans le drive. Il a été vraiment bon. Ça l'a beaucoup aidé que ce soit Luka Doncic qui défende sur lui, parce que défendre avec Luka Doncic, c'est pas forcément un mot qui lui est synonyme. On a vu que souvent il le laissait un peu passer. Mais en tout cas, un gros match de OG dans le drive. Et puis toujours l'apport de Schroeder qui prend les responsabilités. Et Malachi Flynn dans ce quatrième quart-temps qui met 2 tirs à 3 points au début du quatrième quart-temps, là où Dallas commençait à revenir, qui ont fait énormément de bien. J'ai peut-être un peu tout dit, mais qu'est-ce que toi tu aurais à rajouter sur ce match? Oui, c'est ça. Moi, le premier point positif, c'est les 31 points de Siakam. C'est son meilleure performance jusqu'à présent. 31 points et puis 12 rebonds. Un match énorme de OG avec ses 26 points. C'est le troisième quart-temps, on voyait que c'est là où ils ont vraiment tourné le match en leur faveur. Même en premier quart-temps, ils ont fait une très bonne défense qui a fait que Dallas a eu, je pense, 11 pertes de balles en premier quart-temps. Et Schroeder avec 18 points, c'était en ce moment, comme tu l'as dit, il n'y avait personne pour garder la peinture, que Schroeder entrait sans problème. Sans problème, on a vu que en ce moment, il y avait un écran et puis Schroeder a fait l'inverse et puis la zone était ouverte parce qu'il n'y avait personne qui pouvait défendre donc la peinture. Mais je pense que c'est la victoire, au-delà des 31 points de Siakam, Dallas est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Et puis, ils sont en haut du classement à l'ouest. Pouvoir gagner à Dallas, chez eux. Et puis, ce n'était pas juste une victoire où c'était un match serré. Donc, le match était bouclé depuis longtemps, à mon avis. Donc, c'est vraiment une très bonne performance des Raptors. Et puis,
Malachi Flynn qui fait un match énorme et puis qui est félicité par ses coéquipiers. Moi, je trouve que c'est vraiment génial comme match. Mais ce qui est important, c'est d'être constant. Ce que j'ai vu contre Dallas, contre Boston, c'était carrément l'inverse. Donc, il faut que ce soit vraiment constant, qu'il puisse au moins batailler jusqu'à la fin. Mais contre Boston, il n'y avait même pas de... On va en parler, mais il n'y avait même pas de... Le match était fini depuis le début du troisième quart-temps. Une belle passe décisive, j'ai plus qu'à mettre le lay-up. On va passer sur Boston. Boston, c'est à l'inverse, comme tu l'as dit. Pourtant, un bon début de match, moi, j'ai trouvé avec une bonne défense sur la ligne à 3 points. Ça a été la clé de cette rencontre. Boston qui a pris feu à 3 points en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, je trouve que c'était bien défendu. On a eu Jakob Poeltl qui a été agressif face à Porzingis. Il allait chercher des points sur sa tête même les high-low avec Siakam qui fonctionnaient. Et en fait, je trouve que tout a déraillé en deuxième quart-temps avec cette second unit de transition là, avec c'était OG et Barnes plus je sais plus qui y avait, mais je crois il y avait McDaniels, je crois il y avait, je sais plus s'il y avait Grady Dick. Et en tout cas, il y a eu un moment Boucher et Achua. Et en fait, tout a basculé à ce moment-là. Les Raptors qui, malgré tout, avec le retour des titulaires, sont revenus à 9 points à la mi-temps. Mais ensuite, alors je ne sais pas si c'est Boston qui jouait pas bien en première mi-temps. Je pense que c'est une combinaison des deux. Boston s'est retrouvé en deuxième et le troisième quart-temps, ça a été terrible avec des tirs à 3 points dans tous les sens. Et même là, tu disais OG qui a l'habitude de freiner le meilleur joueur adverse. On a vu Jason Tatum qui lui a pull-up dessus 2, 3 fois. Il y avait vraiment rien à faire. On a vraiment eu je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment eu un sentiment d'impuissance sur ce match. On sentait que les Raptors, malgré toutes les bonnes défenses qu'ils ont montrées depuis le début de saison, sur la deuxième mi-temps, ils n'y arrivaient pas. Et on parlait de Boston qui était en back-to-back. Et en fait, on avait l'impression que c'était les Raptors qui Qui étaient en était en back-to-back sur back-to-back. ce match-là. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas les solutions physiques, rien du tout pour contrer cette équipe. En attaque, il n'y a rien qui rentrait. Et on voit que les Raptors, comme tu disais tout à l'heure, sont énormément dépendants de leur adresse de loin. Quand elle n'est pas là, souvent elle n'est vraiment pas là. Et c'est des 4 sur je ne sais pas combien et on ne s'en sort plus. Et quand c'est une équipe qui a des joueurs pour défendre la raquette, il n'y a plus cette solution d'aller marquer à l'intérieur. Et là, ben, on se prend des gros écarts. Donc, qu'est-ce que toi, tu retiens de plus? Oui, je pense qu'il y avait même pas d'équilibre dans le match. Boston était de loin supérieur aux Raptors côté performance. Défensivement, ils défendent très bien, mais offensivement, c'est impossible de les garder parce que tu ne sais pas qui va te battre, si c'est Brown, si c'est JT, si c'est Porzingis. Donc, vraiment, ils ont offensivement, Boston, ils ont beaucoup d'armes, si je peux dire ainsi. Mais le match, est-ce que c'est Boston qui a bien joué ou bien les Raptors qui ont mal joué le match? Je pense que c'est une combinaison des deux. Mais moi, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié dans ce match, c'est de pouvoir garder Brown et JT dans le garbage time, alors que le match était fait. Et le coach qui décide à 3 minutes de la fin, ils sont devant des dizaines de points, ils décident de faire un challenge, alors que le match était déjà fait. Les joueurs des Raptors qui n'étaient pas très contents. Là, je questionnais justement pourquoi il le fait, pourquoi il garde ses meilleurs, alors qu'ils étaient en back-to-back, alors qu'ils étaient devant le score. Ça, c'est le petit aspect anti-sportif, si je peux appeler ainsi, mais qui suis-je pour savoir la tête du coach Mazzulla sur sa prise de décision? Mais sur le terrain, rien ne marchait chez Raptors. Les tirs, ça n'allait pas. À part la petite flash du premier quart-temps, troisième quart-temps, c'était fini. Le match était déjà fini là. Je pense que à l'Est, les Celtics, c'est l'équipe à battre, à mon avis. C'est l'équipe à battre à l'Est. À Milwaukee, bon, ça va venir avec le temps, mais jusqu'à présent, à l'Est, même au niveau de la NBA en général, les Celtics et Denver sont les deux équipes que vraiment on voit qu'ils visent la finale à avoir l'expérience. Et puis espérons que
les Raptors vont se reprendre demain face à Washington, mais hier, c'est un match à oublier, à mon avis. Ouais, clairement, pas grand-chose de plus à ajouter sur ce match. J'espère juste que les Raptors garderont dans un petit coin de leur tête ce, entre guillemets, manque de respect. En tout cas, certains l'ont pris comme ça pour avoir un autre état d'esprit contre Boston qu'ils vont rejouer dès vendredi pour le premier match de play-in tournament des Raptors en plus. Donc, j'espère qu'on aura des Raptors qui seront remontés et qui vont prendre à cœur ce que les Celtics leur ont fait pour montrer un autre visage parce que je pense que défensivement, ils ont les moyens de les tenir plus que ça. Je pense que Boston ne sera pas aussi tout le temps dans cette réussite à 3 points parce que on a vu que Sam Hauser est rentré, il a mis à 3 points. Ils n'ont pas un énorme banc, mais le banc a suffisamment contribué pour que ça fasse basculer le match rapidement dès les premières rotations. Donc, comme tu l'as dit, on n'est pas dans la tête de Mazzulla. Lui, il a déclaré après le match que c'est pour montrer à ses joueurs qu'il est derrière eux en permanence. Certes, mais bon, on va retenir ça. On espère que les Raptors vont le prendre à cœur et qu'ils reviendront avec un gros état d'esprit. Mais bon, il y aura 2 matchs avant. Il y aura ce match contre Washington et ensuite la revanche contre Milwaukee. Je pense que Milwaukee, c'est eux là qui vont avoir une très grosse envie pour ce deuxième match puisqu'ils ont perdu, on se rappelle, à Toronto sur un très gros score. On leur en avait mis 130. Mais parlons pour terminer de ce match contre Washington. Washington qui a encore perdu, il me semble, ce soir. Oui, ils ont perdu contre Brooklyn ce Contre soir. Brooklyn et qui ont que Ouais. 2 victoires. Pour toi, quelles sont les clés de cette rencontre? Là, c'est quand même un must-win pour les Raptors. Oui, oui, oui. Et j'espère que les Raptors ne vont pas jouer par rapport au classement parce que Washington, ils sont avant-dernier à l'Est. Donc, sur le classement à l'Est, ils sont loin derrière les Raptors. J'espère qu'ils ne vont pas négliger ce match et qu'ils vont en profiter justement le fait que Washington sera en back-to-back après la défaite aujourd'hui contre Brooklyn et qu'ils puissent vraiment dès le début du match, mettre vraiment la pression qu'il faut pour gagner. Moi, j'espère qu'il y aura un des clés, justement, c'est d'avoir le banc et puis le fait que Gary Trent n'était pas là face à Boston. J'espère qu'il sera de retour demain. Ils ne disent pas qu'il sera, ils disent que questionable, mais j'espère qu'il va revenir. Et puis, j'espère aussi que Precious Achiuwa va retrouver sa forme de pré-saison et puis qui pourra bien contribuer au match de demain. Et puis, ce serait bien de gagner ce match avant, comme tu te le disais, ce serait bien de gagner ce match avant le retour des Bucks à Toronto parce que eux, ils vont venir avec un esprit de vengeance par rapport au premier match. Mais la clé, ce sera vraiment le banc et puis qu'ils ne puissent pas négliger l'adversaire, dire oh, on les a battus en pré-saison, oh, ils sont là avant-dernier à l'Est, donc ce sera un match facile, mais qu'ils puissent vraiment y mettre assez de sérieux pour gagner ce match parce que je pense que c'est un match qu'il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner, puis commencer la semaine avec un momentum qui pourra les amener mercredi face à Milwaukee et puis vendredi face à l'équipe de Boston qui les a battus la fin de la semaine dernière. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, on a encore en tête ce match totalement raté contre Portland, qui était Donc, c'est exactement ça. la même situation. Et on se dit qu'on n'a pas envie de Même à Chicago, c'était un match qui pouvait bien gagner. Mm. Donc, la défaite en prolongation. Donc, c'est ça. Donc ouais, c'est ce que je disais, on n'a pas envie de revoir des Raptors qui s'abaissent au niveau de leur adversaire parce que clairement, les Raptors ont montré cette saison qu'ils pouvaient peut-être pas tenir tête, mais au moins avoir un niveau suffisant face aux plus grosses équipes pour au moins exister dans le match. Et on sait que s'ils gardent cette intensité, comme tu l'as dit, normalement, ça doit passer contre Washington. On attend un gros début de match et essayer de plier l'affaire assez rapidement. Je pense que l'une des grosses clés, ça sera encore une fois la défense sur Jordan Poole. Je pense que c'est vraiment le baromètre de cette équipe. En soi, ils peuvent aller gagner des matchs si Jordan Poole prend feu. Il y aura Kuzma à surveiller aussi qui n'était pas là en Il pré-saison. n'était pas là. Ouais. Et je pense que Kuzma et Poole, de toute façon, c'est des joueurs, ils sont aussi forts offensifs que c'est des faiblesses en défense. Donc, si on est capable d'exploiter leurs faiblesses,
Je pense que derrière, en défendant bien, normalement, c'est pas le match où les Raptors ne devraient pas être en réussite en attaque. Alors, ça se trouve, je vais dire ça, ils vont totalement me faire mentir et nous sortir un match horrible en attaque. Mais normalement, c'est un peu comme le match face à Dallas. Tu vois pas grand monde capable d'arrêter les ailiers des Raptors. Donc, je pense que s'ils sont appliqués, s'ils sont sérieux, normalement, ça devrait être une victoire pour, comme tu l'as dit, se mettre dans une bonne dynamique. Il y a 4 matchs cette semaine de nouveau. Je pense qu'il y en a 2 qu'il faut absolument prendre. C'est celui-ci et le dernier contre Détroit, dimanche. Et après, ce qui peut faire le swing dans la semaine, c'est vraiment d'essayer d'en prendre un contre les 2 grosses équipes. Si tu finis la semaine en 3-1, et tu reviens dans le positif. Et là, tu peux envisager la suite un petit peu plus sereinement. Tandis que si tu n'en prends qu'un seul et que tu en perds 3, et là, tu commences à t'éloigner des 50%. Donc, ça va être très important, comme tu l'as dit, ce match de Washington pour se mettre dans une bonne dynamique. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter? Sinon, on va pouvoir conclure. Moi, malgré les défaites qu'on a eues dernièrement, j'ai quand même un sentiment positif par rapport à cette équipe, par rapport à Darko, comment il approche le coaching, comment il parle aux joueurs, comment on a vu avec les épisodes de Open Gym, comment c'est un groupe uni, ils disent qu'ils sont une famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter, qui est très positif. Par rapport à cette équipe. Et puis le reste, la performance va certainement suivre. Bien, c'est une très bonne conclusion pour cet épisode sur la semaine 3. Je pensais que ce serait court, mais il y a toujours des choses à dire sur ces Raptors. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Mike. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Lowry for 3. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen!